Jérôme Bouvier, vous nous recevez au siège de Journalisme et Citoyenneté, dont vous êtes à la fois le fondateur et le président. Vous recevez le GIM. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de journalisme et citoyenneté? Alors, journalisme et citoyenneté, comme son nom l'indique, donne une assez bonne indication du propos. C'était une conviction que j'ai profondément ancrée que la question de la crise de confiance qui est entre les journalistes et leur public, qui est le sujet qui m'intéresse le plus depuis que je pratique ce métier, ne se résoudra, je ne sais pas comment on la résoudra, parce que poser la question c'est assez simple, mais y répondre c'est plus compliqué, je ne sais pas comment on la résoudra, mais on ne la résoudra qu'avec le public. Et donc dans un dialogue, me semble-t-il, entre les journalistes, les éditeurs et les citoyens, me semble-t-il qu'on sera en mesure d'essayer de trouver des réponses à la crise de confiance qui existe aujourd'hui entre les médias au sens large et le public. Donc sous ce vocable-là, il y avait aussi l'idée, on a créé l'association en 2006, à l'époque c'était l'irruption du journalisme citoyen, de répondre à ce qui me semblait être une fausse piste du journalisme citoyen, c'est-à-dire puisque tout le monde a un blog, puisque tout le monde a la capacité de parler au monde via son ordinateur, tout le monde est journaliste. Or ma conviction est justement que le journalisme est un métier et qu'il a des règles à respecter, et que c'est le respect de ces règles qui fait sa valeur et son utilité publique, et que c'est dans la remise en cause du journalisme avec les citoyens que l'on peut progresser, mais pas de dire tout le monde est journaliste, tout le monde est citoyen, et évoque la galère, ça va bien aller. Voilà un peu le nœud de journalisme et citoyenneté, c'est comment mettre en débat les conditions de production d'une information de qualité dont notre démocratie, me semble-t-il, a besoin. Mettre en débat, c'est aussi l'objet des assises du journalisme que vous organisez depuis, si je me souviens, depuis 2007. Les 8e assises se sont tenues à Metz. Vous avez ici l'annonce du programme, il y a 2 mois, moins de 2 mois maintenant, sur le thème responsable. Est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan des assises de Metz? Nous avons conçu les assises comme un moment de rassemblement. C'est-à-dire que dans les innombrables tribus qui composent le journalisme, il y a 38 000 journalistes en France, pour citer les chiffres, qui ont la carte de presse. Plus tous ceux qui n'ont pas la carte de presse, mais qui font le métier d'informer, plus les blogueurs, plus les éditeurs, plus les étudiants en journalisme, plus... ça fait un ensemble de tribus que l'on retrouve soit spécialisées par domaine, la presse politique, la presse sportive, la presse économique, ou par support, la presse papier, la presse web, ou par géographie, la presse régionale, la presse nationale. Et il me paraissait important que toutes ces tribus aient un moment de rassemblement, comme les autres professions ont un moment de rassemblement, comme la médecine a les entretiens de Bichat, ou comme les agriculteurs ont le salon de l'agriculture. Avec l'idée de mettre en débat, donc, sur la place publique, la façon dont nous avons de travailler, ce que nous pouvons proposer au public qui soit de meilleure qualité que ce que nous proposons, bref, comment on peut penser le métier. Et donc la 8e édition des Assises, nous avions décidé de la bâtir avec tous ses partenaires sur le thème de la responsabilité. Est-ce que nous sommes responsables, nous les journalistes? Est-ce que les médias se comportent de manière responsable? Est-ce que, comme le disent souvent les lecteurs, les auditeurs, c'est vous les responsables de tout un tas de choses, de la violence, de la montée de la violence, de la défiance, donc il y avait beaucoup de choses à interroger autour de cette responsabilité, et c'est ce qu'on a essayé de garder en fil rouge de cette 8e édition. Alors, la crise des médias, et d'abord, je dirais, la crise de confiance que vous avez évoquée entre les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, et ceux qui produisent l'information, qui sont les journalistes. Il se trouve que, alors je ne sais plus si c'était la première table ronde ou la soirée d'ouverture qui était responsable, les journalistes, point d'interrogation. Une des intervenantes était une directrice d'une école de journalisme qui depuis a été soupçonnée, bon, on ne sait pas encore si c'était tout à fait exact, d'une forme de plagiat. Bon, est-ce que c'est pas quand même quelque chose d'un peu, je dirais, particulier, quand on est directrice d'une école de journalisme, qu'on fait signer une charte de déontologie aux élèves, d'être même ne serait-ce que soupçonné de plagiat? Alors, honnêtement, je ne connais pas le fond du dossier. Et, le master de journalisme de Sciences Po a pris la décision
créé, je crois, un jury d'honneur qui doit évaluer l'importance de ces plagiats, comme vous les évoquez. Mais effectivement, en tout cas, toutes les questions qui sont posées par le photocopiage, ça c'est à mon avis, un des aspects de la course à la rapidité de l'information. Je pense que la tentation est sans doute trop grande pour un certain nombre de journalistes aujourd'hui qui sont soumis à la pression du temps d'aller chercher une citation, un chiffre sur Internet sans se soucier de référer le nom de l'auteur ou la source. Donc c'est un vrai sujet. Il se trouve qu'on ne l'a pas évoqué ce soir-là lors de la soirée sur la responsabilité. Il y a le débat plus tourné sur est-ce que c'est responsable aujourd'hui d'aller en Irak ou d'aller en Syrie couvrir la guerre quand on sait les risques pris avec Daesh. Mais ça tient surtout au fait que les femmes directrices de rédaction qui étaient là étaient des femmes qui étaient tournées vers l'international avec la directrice de RFI, la directrice de l'AFP, et que c'est ça sans doute qui a pesé plus sur le débat. Course à la rapidité, il y a au moins certains outils que personne ne battra, ce sont les robots. Est-ce que le développement des algorithmes risque un jour de remplacer peu ou prou les journalistes? Alors, honnêtement, dans les 2 ou 3 points que je retiens de cette 8e édition, un des points qui m'inquiète le plus, c'est celui-là. Nous avons eu un débat sur les algorithmes, et on voit bien que tout le système médiatique actuel pousse à ça, c'est-à-dire que via les moteurs de recherche, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité à tel ou tel, mais enfin on voit à peu près lesquels, tous ceux qui sont les grands acteurs d'Internet aujourd'hui, qui n'ont qu'une obsession, c'est de tout connaître, entre guillemets, de nos pratiques, de nos habitudes, de nos usages et de nos goûts, pour nous cerner au mieux et nous vendre ce qui va avec. Alors, quand c'est dans le domaine marchand, c'est une chose, mais on voit bien aussi la tentation qui peut être celle des médias de dire, eh bien, prenons aussi ces informations-là pour vous donner l'information dont vous avez besoin, avec ce rêve qu'on va distribuer à chacun l'information dont il aurait besoin en fonction de ses usages et de ses passions. Et le développement est tel que si nous n'y prenons pas garde, je pense qu'il y a une vraie menace là sur même le travail journalistique, puisqu'on va lui demander après, à ce travail journalistique, d'être référencé selon les goûts et les habitudes de chacun, et donc d'une sorte de produit marketé à destination de chaque citoyen, alors que dans la citoyenneté, il y a l'idée qu'on doit prendre toutes les informations pour se forger son opinion, et pas uniquement qu'on vous donne ce que vous attendez. C'est le contraire de la démocratie, qu'on vous donne uniquement ce que vous attendez. Il faut essayer de rester ouvert au monde. Donc ça, c'est un des vrais sujets. Il y a un autre sujet, moi, qui m'a beaucoup frappé cette année, c'est sur vie privée et vie publique. Nous avions fait un débat avec où commence le devoir d'informer et où commence aussi la nécessité absolue de respecter la vie privée de chacun. Et il y avait là la patronne de Closer qui a notamment sorti les photos d'un président en scooter au petit matin. Et il y a 8 ans, je suis sûr que nous aurions fait ce débat aux assises. Il y aurait eu une sorte de cri d'orfraie pour dire c'est un scandale, on n'a pas le droit de toucher à la vie privée, au nom de quoi, parce qu'en France c'est quelque chose de puissamment ancré. Et là, dans ce grand amphi qui était quand même bien plein, il ne s'est trouvé personne pour dire ça pose problème. C'est-à-dire qu'il est maintenant acquis, y compris au sein de la profession, et pour moi c'est un bouleversement vraiment très profond, qu'à partir du moment où on est un homme ou une femme publique, il n'y a plus le droit à la vie privée, que le statut d'homme public fait que la question privée ne se pose plus. Et qu'on est dans le devoir d'informer, quel que soit le niveau de l'information, sur la couleur du pyjama ou sur les décisions politiques. Citoyenneté, les citoyens, les journalistes, au milieu, parfois, les médiateurs. Il y avait une table ronde sur le sujet de la médiation. Est-ce que la médiation est en crise? Elle n'est pas au mieux. Alors, peut-être, c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que vous avez partout, dans tous les secteurs, le secteur industriel, le secteur bancaire, le secteur des services, se développe la médiation.
presque toutes les grandes industries, presque toutes les grandes institutions comme la Poste, ont bien vu la nécessité d'un poste de médiateur pour être à l'intersection des attentes du public et de la prestation. Et les médiateurs de presse, qui ont une histoire spécifique, alors je veux peut-être pas, le temps est peut-être un peu compté, mais c'est quand même intéressant de rappeler que c'est né en 1913, pardon, excusez-moi, je crois, et c'est Pulitzer, un patron de presse américain, qui a laissé dans l'histoire le nom d'un des plus grands prix du journalisme, le prix Pulitzer, qui, voyant qu'il y avait une crise de confiance déjà entre son journal et le public, s'est dit, tiens, et si je confiais à un journaliste le soin d'être l'interlocuteur entre le public et les journalistes, à la fois pour porter la parole du public au sein de la rédaction et pour faire valoir aussi les modes de travail d'une rédaction auprès du public pour que chacun se comprenne mieux. Et ça a connu un grand essor en Europe du Nord. C'était dérivé un peu de l'ombudsman qui a donné en France le défenseur des droits. Et puis, en France, c'est resté un peu à l'écart de tout ça. Et le premier poste a été créé au Monde en 1993. Puis dans la presse de province, il y a eu jusqu'à une vingtaine de médiateurs de presse. Bon. Radio France, où je suis, a lui aussi créé son poste de médiateur. C'était en 2002, France Télévisions en 1998, donc c'est assez récent. Et maintenant, il en reste combien? Et voilà. Et il y a une fragilité au-delà de ça, parce que je crois vraiment, d'abord, je vais faire un plaidoyer pour ça, je crois vraiment à la nécessité de ce poste, parce que si, à l'heure où les gens considèrent que Internet est plus un exutoire de tout un tas de commentaires où on est sûr qu'on n'est pas lu, donc on écrit n'importe quoi, y compris parfois les ovanes du quotidien, hein, parce que c'est parfois triste ce qu'on lit sur tous les forums Internet, et bien justement qu'il y ait un endroit où le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur sache qu'il y a un vrai interlocuteur et qu'il y a quelqu'un qui le lit et qui va traduire ça sur son antenne, parce que moi, Radio France par exemple, toutes les semaines, je suis sur France Culture, sur France Inter, sur France Info pour porter la parole de l'auditeur et la faire entendre. Donc je pense que c'est une vraie utilité. Mais aujourd'hui, force est de constater que la priorité est à la communication. Et donc les grands médias se disent qu'il est sans doute plus intéressant pour eux, et là il n'y a pas de débat, de créer des postes de community manager, voire même, comme je l'ai vu apparaître récemment, des postes de marketing, de directeur du marketing relationnel. C'est-à-dire qu'on définit des publics cibles. Et j'aime bien ce mot-là parce que c'est un vocabulaire qui se répand. Le public cible dit bien quel est le rapport qu'on a avec son public, justement. Il me semble que le rapport, justement, du journaliste et du citoyen, c'est ne pas de fabriquer des cibles, c'est de fabriquer des citoyens responsables à qui on fournit une information et après, à chacun de se forger son opinion. Donc, il me semble que la communication et le souci de maîtriser la communication des médias vers les publics cibles est en train de mettre à mal la médiation de presse. Ouais. Les assises de Metz ont remis aussi un certain nombre de prix. Quels ont été les vainqueurs cette année? Alors, il y a eu les prix, déjà, parce que ça ne donne pas des prix extrêmement grand public, c'est les prix sur des ouvrages qui ont le mieux interrogé le journalisme et sa pratique pendant l'année écoulée. Donc, il y a chaque année un jury présidé par des personnalités différentes. D'ailleurs, cette année, c'était des concerts de France Télévisions qui sont les porte-paroles d'envoyés spécial, si j'ose dire, Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et donc le prix principal a été, et ça rejoint votre interrogation hein, sur, je trouve, d'une certaine manière, les algorithmes et cette sorte d'orwellisation du monde, c'est le bouquin de Glenn Greenwald sur Nulle part où se cacher, qui est un bouquin édifiant de ce confrère américain qui est maintenant au Brésil, qui raconte comment la divulgation des données a amené, enfin, après l'affaire Snowden, après l'affaire Wikileaks, a amené à une orwellisation du monde de l'information qui, je pense qu'il faut avoir lu. En tout cas, je trouve, moi, que c'était quelque chose de nécessaire, même si je ne suis pas membre du jury. Glenn Greenwald, auquel Logim a consacré un long portrait. Jérôme Bouvier, je vous remercie. Merci.